Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière de Judy Holliday, sur Séance Radio par BNP Paribas. Bonjour à tous, bonjour Antoine Cyr. Aujourd'hui, le filmographe de Séance Radio est consacré à Judy Holliday. Judy Holliday fut une très grande vedette le temps de tourner une poignée de films qui se ressemblent tous un peu, dans lesquels elle incarne généralement une fille du peuple sans instruction, mais ayant bon cœur, une sorte de Candide qui s'avère bientôt plus sage que les gens instruits grâce à son bon sens populaire. En mars 1951, Judy Holliday reçut l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans Comment l'esprit vient aux femmes, face à un parterre de compétitrices qui comptait Bette Davis et Anne Baxter pour All About Eve, ainsi que l'inoubliable Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. C'est donc un exploit d'autant plus méritoire que la célèbre académie, celle des Oscars, est souvent réticente à couronner les comédies. George Cukor, à qui Judy Holliday devait l'essentiel de sa carrière cinématographique, disait qu'elle était très intelligente et les tests passés dans sa jeunesse le confirmaient. Son QI de 172 plaçait cette spécialiste des rôles d'idiote parmi les 1 terrien sur 100 000 les plus intelligents. Et elle eut une bonne occasion de s'en servir de son intelligence. En effet, lorsqu'elle fut interrogée par le Haut Comité des activités anti-américaines qui pourchassait les supposés communistes, elle eut l'astuce de ne rien laisser paraître de sa vivacité d'esprit et de se reposer sur le personnage de Cruche qui était le sien, mais seulement à l'écran. Le producteur Bert Granett a raconté que pendant les tournages, entre les prises, donc lorsqu'elle n'était pas à l'écran, Judy Holliday faisait des doubles crostiques, qui étaient une variante corsée des mots croisés proposés par les journaux américains, et elle faisait ça tout en écoutant du Bach. Mais les cerveaux les plus brillants sont tout de même amarrés à un être de chair, et Judy Holliday avait un penchant dévastateur, son penchant pour les sucreries, les crèmes et les gâteaux. Ceci l'obligeait, avant ses tournages, à entreprendre des régimes extrêmement sévères qui eurent des conséquences sur son humeur et sur son état de santé, au point de lui aliéner la confiance de Garson Kanin, le merveilleux auteur dramatique et scénariste qu'il avait lancé à Broadway et avait écrit plusieurs de ses films. Et il a également écrit Hollywood, année folle, un livre de souvenirs absolument passionnant. Et à propos de Judy Holliday, face à la commission des activités anti-américaines, il écrivit joliment: son attitude sous la contrainte a été un poème de grâce. Elle mourut malheureusement très jeune, Judy Holliday, d'un cancer à l'âge de 44 ans. Elle avait été mariée entre 1948 et 1958 avec le clarinettiste David Oppenheim, dont elle eut un fils, et vécut pendant ces dernières années avec le grand saxophoniste Jerry Mulligan. Un extrait de My Funny Valentine par le Jerry Mulligan Quartet. Née Judith Tuvim en 1921 dans une famille juive d'origine russe du Queens à New York, Judy Holliday fit ses études au même lycée que Patricia Highsmith et Lorraine Bacall. Son premier emploi fut celui de standardiste au Mercury Theatre d'Orson Welles. Entre 1938 et 1944, elle fit partie d'un groupe d'artistes de scène intitulé The Reviewers, qui réalisait de petites opérettes humoristiques pour les nightclubs. Parmi ses autres membres, donc de ce groupe, les Reviewers, on compte Betty Comden et Adolph Green, futurs auteurs quand même du livret de Singing in the Rain. En voici un petit extrait. Oh, lovely day. I'm happy in my little four-room flat. 2 bedrooms, parlor, bath, and kitchenette. My husband works with vigor, vim, and will. To state it plainly, he is just my Bill. You never find the dust in corners heaping. I learned to clean my house through good housekeeping. The woman's home companion's word I take in making cakes like mother used to bake. Judy Holliday avec les Reviewers au début des années 40. C'est à Judy Holliday donc que ce nouveau numéro du filmographe est consacré. On retrouve tout de suite Antoine Cyr en studio et Judy Holliday à Broadway en 1945. Judy Holliday débute à Broadway par un petit rôle dans Kiss Them For Me, une pièce drôle mais amère sur l'incompréhension entre le monde de l'arrière et 3 soldats héroïques qui ont vécu les situations les plus horribles. Encore inconnu au cinéma, un certain Richard Widmark, 31 ans, complète la distribution de ce film.
Judy Holliday est remarquée par Garson Kanin, qui lui confie en 1946 le rôle principal de Born Yesterday, Comment l'esprit vient aux femmes, sa pièce de théâtre, donc aux côtés de Paul Douglas et Gary Merrill. Futur 4e époux de Bette Davis. À l'origine, cette pièce avait été écrite pour Jean Arthur, mais celle-ci, malade, avait dû se désister. Born Yesterday fut un triomphe, avec 1642 représentations entre février 46 et décembre 49. Dès que le succès de la pièce apparaît évident, une adaptation cinématographique est mise en chantier avec comme réalisateur George Cukor et produite par la Columbia, dont le patron Harry Cohn n'est pas rancunier, car cette pièce comporte un personnage d'homme d'affaires malhonnête, arrogant et vulgaire, dont les manières ont été largement inspirées à l'auteur Garson Kanin par celle justement de Harry Cohn, le patron de la Columbia. Alors c'est quoi le style, les manières d'Harry Cohn ? On va aller voir quelles sont les manières d'Harry Cohn, justement en ce qui concerne Judy Holliday, puisque quand on lui propose de choisir Judy Holliday pour jouer Born Yesterday au cinéma, Harry Cohn déclare « Je ne veux pas de cette grosse nana juive ». Cette déclaration de Cohn, qui était lui-même juif, s'expliquait avant tout par le fait qu'il voulait absolument placer l'une de ses actrices sous contrat avec lui, comme Rita Hayworth ou Lucille Ball. Pour tenter de le faire revenir sur son avis, Kanin et Cukor décident, avec le soutien des vedettes Katharine Hepburn et Spencer Tracy, de confier à Judy Holliday le rôle de la jeune femme qui tire au pistolet sur son mari dans leur film Madame porte la culotte en 1949. Également donc réalisé par Cukor sur un scénario de Garson Kanin et de sa femme, la comédienne Ruth Gordon. Et là, Judy Holliday émerge de manière remarquable dans le rôle d'une jeune écervelée qui poursuit son mari chez sa maîtresse et lui tire dessus au revolver. Katharine Hepburn, qui joue son avocate, la défend avec succès. Pendant son procès, on lui demande donc à Judy Holliday comment elle se sentait après avoir tiré sur son mari, et elle répond « J'avais faim ». Déjà dans ce petit rôle, Judy Holliday incarne ce qui sera régulièrement son personnage, celui de la fausse idiote, porte-drapeau de gens ordinaires, en l'occurrence ici, les femmes trompées que la société poussait à subir, sans protester, les frasques de leur mari. Elle était très anxieuse sur le tournage, notamment en raison de la cohabitation avec des stars comme Spencer Tracy et Katharine Hepburn. Et pour se rassurer, elle distribuait à ses collègues sur le plateau des invitations pour aller au théâtre voir Born Yesterday, afin qu'ils se rendent compte qu'elle était une actrice d'envergure elle aussi. Et pour son rôle dans Madame porte la culotte, Judy Holliday sera nommée au Golden Globe du meilleur second rôle féminin. C'est Frédéric Hollander qui composa la musique de Comment l'esprit vient aux femmes, un film pour lequel la jeune et quasi débutante Marilyn Monroe avait passé un bout d'essai que Harry Cohn ne prit même pas la peine de visionner. C'est ce que raconte Garson Kanin dans Hollywood année folle. Tant mieux pour Judy Holliday. Comment l'esprit vient aux femmes, le deuxième film de Judy Holliday et le premier où elle tient le haut de l'affiche, est une histoire d'arroseur arrosé particulièrement délicieuse. L'arroseur, c'est Harry Brock, l'homme d'affaires véreux dont la vulgarité est inspirée de celle de Harry Cohn. Il est interprété par Broderick Crawford. Et l'arrosée, Billy, une jolie petite sotte, donc interprétée par Judy Holliday, dont les circonstances inattendues vont révéler l'intelligence profonde. Profitant de l'apparente stupidité de sa compagne, Harry Brock a mis toutes ses entreprises à son nom afin qu'elles soient juridiquement responsables si ses combines venaient à être démasquées. Mais la bêtise de Billy et son manque d'éducation deviennent embarrassants pour le développement de ses affaires, puisque c'est quand même elle qui a ses affaires à son nom. Alors le businessman fait appel à Paul Verral, interprété par William Holden, un journaliste qui est cultivé, qui est intelligent, et qui accepte d'essayer de dégrossir la culture de Billy autant par jeu que, en fait, parce qu'il est journaliste, pour glaner des informations sur les trafics de ce Harry Brock. Et puis, William Holden, c'est aussi un très bel homme, alors Billy se montre très docile à ses leçons de culture générale.
Et puis Holden, eh bien, il est très amoureux en retour, et donc il y met du sien. Et avec un guide pareil, qui nous vaut d'ailleurs une énième visite commentée de Washington et de ses monuments essentiels, Billy, Julie Holliday, comprend bientôt tous les principes constitutionnels de l'Amérique et devient capable de déchiffrer les affaires louches de l'immonde Brock. La force de Judy Holliday, c'est le naturel avec lequel elle passe du personnage de l'idiote à celui de la fille qui a tout compris, sans doute parce que dès le départ, on sent que cette idiote, tantôt gémissante, tantôt bonhomme, vaut un peu mieux que l'endroit où l'on plaçait les circonstances. Cukor et Canine avaient aidé l'actrice à travailler son rôle pour le cinéma, c'est-à-dire avec des effets comiques plus nuancés que ceux de Broadway. Cukor avait même organisé des répétitions en public pour étudier le tempo des répliques en fonction des rires des spectateurs, les futurs rires des spectateurs. Et donc il y en avait beaucoup, des éclats de rire, notamment dans cette scène où Judy Holliday joue aux cartes avec Broderick Crawford, son mari, qui lui interdit de parler. Alors, elle se met à chanter. Et en plus de perdre son sang-froid, Broderick Crawford va perdre sa mise, $55.60. C'est une chanson populaire de la fin des années 20 que massacre Judy Holliday, I Can't Give You Anything But Love, devenu depuis un standard de jazz, repris entre autres par Louis Armstrong, Liza Minnelli et même Marlène Dietrich. Vous écoutez toujours le Filmographe sur Séance Radio et avec Antoine Cyr, nous poursuivons notre promenade dans la vie et la carrière de Judy Holliday. Suite au succès commercial de Comment l'esprit vient aux femmes, la Columbia donna carte blanche à Garson Kanin, avec sa femme Ruth Gordon, pour écrire un autre film destiné à être mis en scène par Cukor et joué par Judy Holliday. En dépit de quelques scènes cruellement drôles dans sa première moitié, The Marrying Kind, Je retourne chez maman, n'est pas vraiment une comédie. C'est un drame construit autour de la difficulté pour un mari et une femme d'affronter les difficultés ordinaires de la vie et les tragédies qui surviennent parfois dans l'existence. Le fait que le film s'achève par un relatif happy end ne suffit pas à effacer sa tristesse profonde. Ici, Judy Holliday ne joue pas une idiote, mais une femme de la classe moyenne, dont la sœur et le beau-frère sont des snobs, et dont le mari, employé dans un centre de tri postal et interprété par Aldo Ray, fait preuve d'une psychorigidité qui transforme les problèmes ordinaires en catastrophes. Même si Je retourne chez maman est un bon film, le public fut sans doute déboussolé par cette gravité inattendue, et ce fut un échec commercial. Et en Angleterre, Judy Holliday fut nommée au BAFTA de la meilleure actrice étrangère, finalement remportée par Simone Signoret pour Casque d'or. Cukor et Canine vont se racheter en proposant à Judy Holliday une comédie satirique nettement plus légère. Dans Une femme qui s'affiche, Gladys Glover, mannequin sans emploi, dépense ses dernières économies pour louer un panneau publicitaire à Columbus Circle où elle fait écrire son nom en lettres gigantesques. Et là, elle se heurte à Ivan Adams, joué par Peter Lawford, fils du roi du savon, qui convoite cet emplacement pour faire des publicités pour le savon et qui finit en échange par lui offrir des panneaux dans toute la ville. Gladys devient célèbre grâce à cette publicité et son nom devient l'objet d'une exploitation outrancière par toutes les marques. Le film raconte sur le ton de la satire l'emballement un peu absurde de la machine publicitaire et des médias. Sur le fond, on n'est pas très loin de Capra et de l'extravagant Mr. Deeds ou de L'homme de la rue, mais les enjeux sont moindres, car on est alors en plein boom économique des années 50 et non pendant la Grande Dépression. Le ton est plus léger, aussi parce que Judy Holliday a l'art de tout dédramatiser. Dans une scène particulièrement hilarante, Gladys Glover lit comme un robot son histoire que les gens de la télévision ont écrite sur un panneau. En fait, ils craignaient qu'elle ne soit pas capable de raconter spontanément cette histoire qui est pourtant la sienne. Mais sa dernière phrase, spontanée celle-là, fait rire le public et Gladys Glover est réinvitée dans d'autres talk-shows où elle dit encore des lapalissades qui déclenchent l'hilarité des spectateurs. Il y en a un qui ne rit pas, c'est Jack Lemmon, qui joue son voisin fauché mais amoureux et qui est consterné de voir cette femme dont il était pris participer à ces mascarades ridicules. Il s'agit du premier rôle de Jack Lemmon au cinéma. Mais le personnage de Judy Holliday est ici celui d'une naïve
qui ne se laisse jamais totalement prendre à ses propres illusions. Lorsque Peter Lawford essaye de l'embrasser, elle n'est pas dupe du fait qu'elle est face à un homme qui croit que tout s'achète et refuse de céder à ses manières odieuses. Au contraire, lorsque Jack Lemmon lui fait parvenir un petit film charmant dans lequel il avoue son amour, mais annonce qu'il n'est plus son voisin de palier, elle est profondément bouleversée et désormais la célébrité dont elle avait rêvé a perdu sa saveur. Et alors, dans son livre de souvenirs dont on a déjà parlé, Garson Kanin rapporte que c'est à Danny Kaye qu'il destinait le rôle principal de ce nouveau scénario avant que sa femme, toujours Rose Gordon, ne réussisse à le convaincre de faire de son héros une héroïne que Judy Holliday jouerait très bien. La même année, Judy Holliday retrouve Jack Lemmon dans Pft. Et donc, dans cette comédie que nous ne nommerons plus, Judy Holliday retrouve donc Jack Lemmon. Ils viennent de divorcer, mais leurs nouvelles existences sont des catastrophes, notamment celle de Jack Lemmon, qui vit un flirt avec une beauté sculpturale, interprétée par Kim Novak, mais qui ne parvient pas à oublier Judy Holliday. Cette dernière fut agacée par la promotion du film, qui mettait l'accent sur l'étoile montante Kim Novak, dépourvue de son talent d'actrice, mais dotée par la nature d'autres avantages susceptibles d'impressionner la pellicule. En termes galants, ces choses-là sont dites. N'empêche que c'est l'occasion pour Judy Holliday d'être nommée une seconde fois au BAFTA de la meilleure actrice étrangère. Un extrait de la musique de Pfft. Elle est signée Frédéric Hollander. Vous écoutez toujours le Filmographe sur Séance Radio, bien sûr, et c'est toujours Antoine Cyr qui raconte Judy Holliday. En 1956, Judy Holliday tourne dans Une Cadillac en or massif. Une jeune actrice sans travail hérite de 10 actions d'une société. Elle devient responsable des relations avec les petits actionnaires de la société suite à ses interventions lors de conseils d'administration. Richard Quinn réalise ici une sympathique comédie qui donne à Judy Holliday un rôle de ravissante idiote dont on comprend très vite qu'elle n'est pas si idiote que ça, même si au début elle s'extasie devant son fauteuil tournant, son dictaphone et bien sûr le fait d'avoir une secrétaire. Paul Douglas est également excellent, en ancien responsable de la société qui rejoint le juste combat de la jeune femme. Les deux acteurs se connaissaient très bien car ils avaient joué ensemble à Broadway dans la version théâtrale de Born Yesterday, puisque Paul Douglas y jouait l'homme d'affaires véreux. Le film est une comédie qui critique non seulement les puissantes sociétés qui abusent de leurs petits actionnaires, mais aussi, là encore, les excès de la publicité, par exemple lorsqu'elle utilise des femmes objets pour vanter les mérites d'une excavatrice. Après ce film, le New York Times a écrit de Judy Holliday qu'elle était capable de déplacer les montagnes. Une Cadillac en or massif est un film en noir et blanc, à l'exception de la dernière scène, celle où Judy Holliday et Paul Douglas découvrent et conduisent dans les rues de New York la fameuse limousine, effectivement en or massif. En 1956, Judy Holliday retrouve Richard Quinn pour Pleine de vie, un film avec Richard Comte tiré d'un roman de John Fante qui se déroule comme les autres œuvres de cet écrivain dans une famille d'Italo-Américains. Et puis en 1956 toujours, Judy Holliday est revenue à Broadway pour interpréter une standardiste qui s'immisce dans les conversations des clients dans Bells Are Ringing, une comédie musicale écrite par ses amis de jeunesse Betty Comden et Adolph Green. Avec Jerome Robbins, futur co-réalisateur de West Side Story, et Bob Fosse, plus tard célèbre pour Cabaret, à la mise en scène et à la chorégraphie, Bells Are Ringing est un succès. Il conduit en 1960 à une adaptation cinématographique signée Vincente Minnelli avec Dean Martin aux côtés de Judy Holliday. Qui fut nommé pour la 3e et dernière fois au Golden Globe. Le film sorti en France en décembre 1960 et il fut rebaptisé Un numéro du tonnerre. 1960, c'est aussi l'année où Judy Holliday doit être opérée de la gorge, peu après le lancement d'un nouveau spectacle intitulé Lorette.
Elle revient sur scène en 1963 pour une comédie musicale intitulée Hotspot, qui est un échec. Malheureusement, la maladie prend le dessus peu de temps après et elle meurt d'un cancer du sein le 7 juin 1965. Ainsi disparaît une actrice qui avait fait l'admiration de ce grand filmeur de femmes qu'était Georges Cukor. C'était une grande actrice que Cukor n'hésitait pas à comparer à Garbo, malgré la différence de leurs personnages. Lorsqu'il lui avait fait passer son tout premier bout d'essai, Cukor avait été captivé par la capacité de Judy Holliday à lire de manière poignante une réplique sans intérêt. Il lui avait dit « Pouvez-vous me refaire la même chose ?» Et elle avait simplement répondu « Oui ». C'est cela sans doute une actrice, et c'est pour cette raison qu'il avait immédiatement décidé de faire d'elle une vedette de cinéma. Merci Antoine. Le filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.